Une situation politique particulière, un sentiment de crise dans le pays, je l'ai dit tout à l'heure en évoquant un sondage réalisé par le journal L'Opinion, un sentiment d'inquiétude, d'angoisse et puis une France fatiguée. On en parle donc avec une philosophe, Bérénice Levé. Votre dernier ouvrage s'intitule Le courage de la dissidence, l'esprit français contre le wokisme, c'est aux éditions de l'Observatoire. Mathieu Bock-Côté, sociologue, éditorialiste, Le totalitarisme sans le goulag, aux éditions des Presses de la Cité. Mathieu Bock-Côté, votre regard sur ce qui se passe en France? Bon, on pourrait dire à l'échelle de l'histoire, c'est une crise de régime comme la France en a déjà connue, c'est-à-dire des légitimités contradictoires qui s'affrontent au cœur des institutions. D'un côté, un parti, donc le Rassemblement national, qui a été longtemps traité à la manière d'un parti paria, d'un parti proscrit, d'un parti frappé du sceau de l'infréquentabilité, qui aujourd'hui est en position de peut-être de prendre le pouvoir dans 2 semaines, on verra. Et de l'autre côté, un régime qui traite cette élection presque à la manière d'un coup factieux et qui annonce dès maintenant que si le RN l'emportait, eh bien, il mobiliserait le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État et les institutions européennes et l'ensemble des institutions nécessaires pour limiter, pour neutraliser la portée de cette élection. Donc, c'est un choc de légitimité. J'appelle ça un peu à la blague, quelquefois, c'est une crise de la quatrième dans la cinquième, de la quatrième République, mais dans les institutions de la cinquième. Premier élément. Deuxièmement, c'est une séquence politique qui oblige, je crois, à mettre à jour certains dispositifs intellectuels et conceptuels qui permettaient jusqu'alors de nommer la vie politique. Par exemple, on arrive, je crois, au terme de l'utilisation utile du concept d'extrême droite pour nommer l'adversaire. Le concept d'extrême droite, ça fait longtemps que j'en parle d'ailleurs dans le livre que vous avez mentionné, est un concept qui ne sert pas à décrire, mais à décrier. C'est un concept qui participe à un dispositif d'épouvante, qui empêche de nommer l'adversaire, qui peut demeurer un adversaire, soit dit en passant. On peut dire, on peut faire toute une série de critiques sans mobiliser le C'est un logiciel stigmate, selon vous? pas seulement selon moi, ça relève du logiciel antifasciste, mais c'est un antifascisme sans fascisme devant soi. Et je crois que la tendance à l'extrême droitisation du désaccord s'effondre quand on voit à peu près la moitié de la population française qui peut envisager de voter pour un tel parti, à moins de croire que la France soit au seuil d'un coup fasciste. Si c'est le cas, qu'on nous avertisse. Mais je pense que le dispositif idéologique qui fonctionne à l'extrême droitisation du désaccord national ou conservateur ou populiste, ce dispositif se radicalise tout en s'effondrant devant nous. Bérénice Levé. Moi, ce que je voudrais dire et qui va reprendre justement cette question de la notion d'extrême droite, c'est qu'on aurait pu penser dans un premier temps que effectivement c'était l'occasion finalement de clarifier un peu les choses avec le coup d'éclat et le coup d'état d'Éric Ciotti. On a pu penser cela. Et puis finalement, le combat contre la prétendue extrême droite, eh bien, s'est emballé et a pris le devant au lieu de nous permettre d'être l'occasion quand même de poser des questions essentielles. Et je crois que Lionel Jospin avait à l'époque, lorsque Jean-Marie Le Pen est arrivé au second tour, parlé quand même de carnaval, justement par rapport à cette extrême droitisation qui menaçait la France. Bon, là, j'ai l'impression, mais que l'on a tiré un grand rideau sur le réel, parce que finalement, le seul parti qui nous ramène un peu aux questions concrètes, c'est le RN actuellement. Vous trouvez vraiment? Et les autres, bah oui, parce que les autres sont embarqués dans ce grand combat anti-extrême droite, qui est un mot qui ne signifie absolument rien pour désigner ce qu'est devenu et ce qu'est le RN aujourd'hui. Donc, on a... vous savez, c'est Hannah Arendt qui parlait des sombres temps, ce moment où dans le discours public, on utilise des termes qui permettent justement à escamoter le réel, à l'obscurcir plutôt qu'à l'éclaircir. Alors, on aurait pu profiter de cette occasion, qui n'est peut-être pas très heureuse parce que c'est encore la marque de la puérilité de notre président, mais il n'empêche que là, tout est rendu impossible par
ce grand Bon, carnaval. bah alors si vous considérez que ce terme d'extrême droite ne fonctionne pas, ne désigne pas en tout cas le RN, est-ce que le terme d'extrême gauche, lui, fonctionne aujourd'hui, Mathieu Bock-Côté? Alors, je n'abuse pas, quant à moi, le terme extrême gauche définit, quant à moi, la frange de la gauche qui est dans une posture explicitement révolutionnaire, qui n'accepte pas le principe de la Bon, démocratie alors quoi, libérale. le NPA? Le NPA, par exemple, lutte ouvrière, tout ça. Sinon, mais vous savez, moi, je pense qu'en bonne sociologie politique, il faut généralement utiliser des concepts qui sont revendiqués par les acteurs pour les nommer. La gauche... Donc considérer par exemple que le Hamas est un mouvement de résistance? Non, non, dans l'espace politique démocratique, on s'entend bien. Et ce que je note par exemple, c'est que le clivage gauche-droite arrive aussi sur le plan descriptif à ses limites. C'est-à-dire, c'est presque, on pourrait raconter l'histoire, la gauche s'autoproclame gauche et renvoie à droite ce dont elle ne veut pas. Mais il ne suffit pas d'être de gauche, il faut demeurer de gauche. Donc vous avez cette espèce de mouvement de radicalisation, de prime à la radicalité à gauche. Or, qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? Ceux qui, à droite, sont renvoyés à droite et acceptent les objectifs de la gauche tout en contestant ses moyens, on les nomme droite républicaine. Ceux qui, à droite, s'opposent aux finalités fixées par la gauche sont nommés extrême droite. Donc je pense qu'on aurait tout avantage sur le plan politique à dire il y a des socialistes, ce sont des socialistes. Il y a des écologistes, ce sont des écologistes. Il y a un parti, le RN, qui dit c'est le RN, on pourrait dire la droite nationale ou populiste, c'est la droite nationale ou populiste. Vous avez des conservateurs et je pense qu'on doit, dans un espace politique démocratique, j'entendais il y a quelques instants, juste avant vous, la dame qui faisait le journal. Catherine Dutu... Ah, non, Madame Chouin, je crois, qui disait d'un côté, il y a le rassemblement, non, que dis-je, le nouveau Front populaire, et de l'autre côté, l'extrême droite. Il faut comprendre... Bon, c'est le Conseil d'État qui a parlé d'extrême droite. J'entends, mais il faut comprendre que ce concept est un concept qui sert moins à décrire qu'à décrire. C'est un concept qui sert à éditorialiser, ou alors il faut avoir le souci, si on veut à tout prix utiliser ce terme, de dire extrême droite et extrême gauche. Et extrême centre, C'est pour ça que je vous posais... Parce que j'ajoute qu'Emmanuel Macron a déjà rajouté C'était le thème de l'émission parce qu'Emmanuel Macron s'est revendiqué sur France Inter au moment de la présidentielle de l'extrême centre. Donc c'était sur France Culture. Vous êtes certain? Alors d'accord, mais si vous dites sur France Inter, mais finalement il n'y aurait que des extrêmes. C'est un vocabulaire, j'y reviens, qui ne permet pas de nommer les choses. Et ça désigne peut-être la polarisation du débat politique je pense français. que ça désigne surtout l'effroi d'une certaine caste intellectuelle et médiatique qui est incapable de nommer le désaccord raisonnablement. Je vous donne un exemple en 3 secondes. Lorsqu'on dit de quelqu'un qu'il est d'extrême droite, entre guillemets, ça vient abolir la possibilité de la discussion. Parce que si c'est l'extrême droite, on ne discute pas avec l'extrême droite, on la combat. Si c'est l'extrême droite, on suppose d'avance que la personne à qui vous parlez est fondamentalement infréquentable. Et je vous donne un exemple assez amusant. Au moment rappelez-vous de la prise, quand Geoffroy Lejeune a été nommé à la direction du Journal du Dimanche, c'était l'an passé, je crois. L'AFP, que je surnomme quelquefois méchamment l'Agence française de propagande, l'AFP avait présenté Geoffroy Lejeune dans ses dépêches en disant « Geoffroy Lejeune marqué à l'extrême droite ». Et moi, j'avais une question que je posais sans cesse. Qui est le marqueur? Qui a le pouvoir de marquer ainsi du sceau de la bête celui qui s'oppose? Et une fois que j'ai dit tout ça, il ne s'agit d'aucune manière d'une approbation de tel ou tel Lui, programme. par exemple, rejetait cette bien évidemment qu'il le désignation, parce rejetait. que là, je vous montre la une de la Croix, qui évoque aujourd'hui le programme du Rassemblement national, qui considère d'ailleurs que le parti a beaucoup évolué, je cite la Croix, mais que la préférence nationale reste, par exemple, un marqueur, Bérénice Levé. Est-ce que ça n'est pas tout simplement ça, un marqueur de ce qu'est un programme d'extrême droite? Non, un programme d'extrême droite ou un parti d'extrême droite, c'est un parti qui est anti-parlementariste. Donc, il n'y a pas de soupçon. Ça, c'est votre définition, puisque extrême droite, c'est aussi tout simplement le lieu où siège à l'intérieur du Parlement cette position. Mais d'accord, c'est comme ça qu'on les classe. Oui, mais justement, alors moi je crois que effectivement placer le RN par rapport à la droite et à la gauche me semble assez erroné, parce que de toute façon, et là je crois qu'ils n'ont pas tout à fait tort, c'est qu'ils se situent par-delà, ils sont souverainistes, ils sont effectivement pour la préférence nationale, mais sont prêts à rallier aussi bien des souverainistes de gauche que des souverainistes de droite. Comme n'importe quel parti qui accueille ceux mais oui, mais qui parce voudraient... que, est-ce qu'on pourrait... C'est pourquoi moi, je ne crois pas que ces catégories droite-gauche, extrême droite soient très éclairantes pour comprendre la singularité des partis qui composent le paysage politique actuel. Vraiment, vous même considérez l'extrême gauche. Non, parce que... Mais alors, en quoi l'extrême gauche, par exemple, ou la gauche oui, n'est pas... l'extrême gauche, puisque vous avez posé la question à Mathieu Bock-Côté. Bon, est-ce que le terme est pertinent, même pour le parti qui incarne ou qu'on
identifie à l'extrême gauche, je n'en suis même pas sûre, parce que à ce moment-là, on colle une étiquette sur une réalité qui est tout à fait nouvelle. La gauche, et même l'extrême gauche, c'est une certaine histoire. Là, je pense qu'ils se sont totalement émancipés de cette histoire, à part évidemment l'idée d'émancipation, de s'émanciper de tout, de s'extraire de tous les liens qui attachent l'individu à des réalités plus vastes. Mais sinon... Sauf peut-être la question nationale, le fait par exemple de refuser le droit mais c'est du pour sol. ça Oui, que mais peut-être progressiste et conservateur, à la rigueur, dit un peu plus quelque chose des réalités actuelles. Ah ben, Mais ils ne sont pas conservateurs, le Rassemblement national, puisqu'ils souhaitent revenir sur un certain nombre de lois. Et le conservatisme chez conservatisme, c'est Montesquieu... considérer qu'il y a des choses qui méritent d'être préservées. Et c'est précisément comme cela que le RN entend prendre la direction de la France. Bon, on va en reparler dans une vingtaine de minutes. Bérénice Levé, vous êtes philosophe. Le courage de la dissidence, l'esprit français contre le wokisme, c'est aux éditions de l'Observatoire. Mathieu Bock-Côté, vous êtes sociologue, éditorialiste. On vous doit Le totalitarisme sans le goulag aux éditions des Presses de la Cité. 6h30, 9h, les matins de France Culture. Guillaume Erner. 8h20, nos invités. Mathieu Bock-Côté, sociologue, éditorialiste. On vous doit Le totalitarisme sans le goulag aux éditions des Presses de la Cité. Bérénice Levé, philosophe, essayiste, professeur à l'IPC. On vous doit Le courage de la dissidence, l'esprit français contre le wokisme aux éditions de l'Observatoire. On évoquait le programme du RN. Vous disiez, Bérénice Levé, le RN est le seul parti qui a le sens de la réalité, et Jean Lémarie vient d'évoquer... Pas le seul à avoir le sens de la réalité, mais en tout cas à nous faire redescendre sur Terre. Et là, moi, je pense qu'il nous fait quand même... apparemment, sur la question de l'écologie, je partage absolument pas le... Bon, peut-être que c'est confondant, effectivement, de mettre quelques déclarations. Bon, d'abord, cette notion de moratoire, il y a très longtemps que Marine Le Pen en parle, parce que mon précédent essai, c'était l'écologie ou l'ivresse de la table rase, donc c'est un sujet que je maîtrise quelque peu. Bon, sur la question des éoliennes, certes, je vous dis, le moratoire, ils en ont malgré tout déjà parlé. Et puis, par ailleurs... pourquoi ferions-nous finalement de l'écologie un thème à part? À partir du moment où leur politique est quand même de relocalisation, de réenracinement, je pense que c'est le meilleur parti à prendre pour juguler les effets de la mondialisation qui ont des conséquences délétères sur le climat, sur la planète. Donc pourquoi nous voudrions... La question de la production de carbone n'a pas de lien immédiat avec la question des relocalisations. C'est la question énergétique. La question quand même du carbone, si, il y a quand même aussi le fait de faire venir des produits de l'étranger et de distances extrêmement éloignées, quand même, accroît je parlais de la production énergétique. Jean Lémarie, vous voulez réagir? Mais pourquoi est-ce que le Rassemblement national n'a pas aujourd'hui de programme sur l'écologie? Il y a quelques années, en 2019, juste d'un mot, à l'époque des marches sur le climat, il prenait l'excellence environnementale. Je me souviens avoir entendu ici Hervé Juvin, qui à l'époque était une des figures du RN. Mais ils n'ont pas renoncé à cet aspect-là. Mais de toute façon, moi, vous m'amusez avec vos histoires de programme. D'ailleurs, c'est pourquoi même le programme qu'hier Jordan Bardella a exposé ne m'intéresse pas fondamentalement, puisque je crois que s'il y a une chose à laquelle les Français sont vraiment, qui impatientent particulièrement les Français, c'est les discours. Alors on va attendre qu'ils mettent en acte. Là, on peut avoir un catalogue de mesures qu'ils prendront. Nous verrons bien. Donc de toute façon, cette histoire de programme... Vous voulez dire quoi? Qu'on n'a pas besoin de programme pour choisir? Que c'est superflu en démocratie? Je pense que la chose la plus importante, c'est les personnalités et précisément être disposé à un certain pragmatisme. Mais la politique, c'est précisément de ne pas arriver avec des idées, un peuple. C'est pourquoi je crois que le titre initialement, c'était l'idéologie du RN. Moi, finalement, je me dis qu'il n'y a pas d'idéologie et c'est très heureux parce que qu'est-ce qu'une idéologie sinon que d'avoir une idée, au sens où l'artisan, il arrive avec son idée, il prend de la matière, il façonne. Bon, un peuple, ça ne se gouverne pas selon cette technique. Donc, un programme, moi, je veux bien qu'on ait des grandes lignes, mais ce que l'on demande ensuite, c'est malgré tout, je préfère l'esprit que la lettre.
Voilà, et l'esprit me semble ne pas être contre l'écologie. C'est votre point de vue. Mathieu Bock-Côté. Non, ben, je note tout parti qui se rapproche du pouvoir, par définition, doit envoyer le signal qu'il a intégré dans son discours, dans son programme, le critère de la logique gouvernementale. Donc là, je trouve amusant que les commentateurs nous disent voilà les promesses qu'il faisait il y a 6 mois, il y a 1 an, il y a 2 ans, voilà aujourd'hui. Je pense que l'ajustement au pouvoir, quel que soit le parti, les socialistes, les écolos, la France insoumise, par définition, un parti qui se rapproche du pouvoir envoie le signal aux dirigeants aux élites plus largement, qu'il tient compte de réalités qui n'étaient pas celles d'un parti d'opposition. Premier élément. Ensuite, il y a quelque chose de plus important, je pense, dans la séquence politique présente, c'est qu'on n'est pas dans une logique d'alternance. C'est-à-dire nous ne sommes pas devant une logique d'alternance où des partis se reconnaissant comme étant mutuellement légitimes peuvent exercer le pouvoir. L'arrivée possible du RN au pouvoir, ensuite chacun s'en réjouit, s'en désole, ça les concerne, l'arrivée possible du RN au pouvoir, c'est l'arrivée d'un parti proscrit, d'un parti paria, d'un parti extrême droitisé, d'un parti frappé du sceau de l'infréquentabilité médiatique. Donc, dès lors, ça change les paramètres du débat politique. Ce parti ne doit pas simplement montrer qu'il a là le meilleur programme que l'autre, entre guillemets. Il doit envoyer le signal à des gens qui, jusqu'alors, jouaient contre lui sur le mode du cordon sanitaire. Il doit envoyer le signal que nous avons intégré cette culture gouvernementale sans laquelle nous demeurons structurellement dans l'opposition. Ensuite, je le redis, il ne s'agit pas d'adhésion ou de condamnation. Je dis que le propre d'un parti qui était structurellement protestataire, qui veut devenir structurellement de gouvernement, c'est de se rendre pas la même légitime. démarche. Mathieu Bock-Côté, je me posais la question sur le Canada. Pourquoi n'y a-t-il pas d'extrême droite au Canada? Pourquoi n'y a-t-il pas de parti comparable au Rassemblement national, alors même que c'est une société multiculturelle? Alors, je ne suis pas comme tous les Français, je ne veux pas rendre angélique le Canada, même si on est tous amoureux du Canada, mais on a l'impression que ça se passe quand même plutôt bien, que c'est un pays apaisé, alors même que le Canada a une formidable attractivité, beaucoup de gens s'y intègrent, ça fonctionne bien le Canada. Alors, premièrement, je dirais que de mon point de vue, ce que vous appelez l'extrême droite, il n'y en a plus en France. Je prends la peine de le dire. Alors ça, on vous a entendu, vous l'avez dit. Non, Oui, non, mais c'est votre puisque opinion. vous l'avez redit, mais c'est la vôtre aussi, donc je me permets de leur dire. Ensuite, le Canada... Non, c'est l'expression du Conseil d'État. Mais bon, ensuite, une fois que c'est on va dit, mettre ça de côté. Une fois que c'est dit, non, le Canada, en fait, ce qui est assez amusant, c'est le Canada vu de France, qui correspond très peu au Canada vu du Canada et encore moins au Canada vu du Québec. Le Canada connaît ces années-ci une crise migratoire majeure, qui fait en sorte que le Canada, c'est le laboratoire de l'utopie diversitaire. Hein. Justin Trudeau en est un peu la figure caricaturale. Le Canada est un pays qui, en 1982, a inscrit dans sa constitution le multiculturalisme, à la manière, soit dit en passant, d'une technique de guerre pour neutraliser les revendications historiques du peuple québécois, parce qu'il fallait... L'enjeu historique était là. Transformer le peuple québécois, la nation québécoise, en communauté culturelle parmi d'autres dans la diversité canadienne. Le Canada traite d'ailleurs, soit dit en passant, la cause québécoise sous la forme d'une forme de suprémacisme ethnique condamnable. Le Canada est un pays qui, en lui, et aujourd'hui, connaît une crise migratoire. Pourquoi? Parce qu'il a accueilli tellement au-delà de ses capacités d'intégration que même les élites immigrationnistes d'Ottawa, qui considéraient qu'il n'y avait pas de remise en question possible de l'immigration, sont obligés aujourd'hui d'en tenir compte. Au Canada anglais, parce que le Canada anglais et le Québec, c'est pas la même chose, au Canada anglais, c'est surtout autour de la crise du logement, qui est une remise en question aujourd'hui des seuils d'immigration délirants, himalayesques d'Ottawa. Au Québec, évidemment, c'est l'inquiétude devant la noyade culturelle, c'est-à-dire devant l'immigration massive qui anglicise Montréal. Les enjeux sont pas les mêmes. C'est ça, parce que le problème est moins l'immigration que la proximité d'un grand pays à côté, les États-Unis. Non, c'est la question de l'immigration. C'est-à-dire que, je ne veux pas imposer ça à vos auditeurs, mais globalement, dans l'histoire du Canada, le poids du Québec, c'était 40%, 30%, 25%, 22%. Et aujourd'hui, au Québec même, on assiste à une régression du fait français. L'immigration massive s'anglicise plutôt que se franciser. Oui. Donc, alors, de ce point de vue, au Québec, il y a une remise en question très sérieuse de l'immigration massive aujourd'hui. Et je précise que le vocabulaire, le concept d'extrême droite, dont on abuse peut-être en certaines maisons, n'est pas au cœur de la vie politique canadienne, d'autant qu'au Québec, le clivage fondamental, c'est celui entre les indépendantistes et les fédéralistes, et pas entre la gauche et la droite. Dans le programme, désolé de prononcer encore ce mot, Bérénice Levé, du Rassemblement national hier, le retour de l'autorité
à l'école a été martelée par Jordan Bardella. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, je ne peux être que d'accord, mais là aussi, Gabriel Attal, depuis des mois, nous en parle. Donc, ça ne se décrète pas comme cela, le retour de l'égalité. Alors justement, Mais, quelle est la mais différence entre le discours non, de Jordan mais Bardella et de précisément, Gabriel Attal? le discours que Jordan Bardella a prononcé hier, je crois que Gabriel Attal peut le signer. L'interdiction Donc, du portable mais, à l'école, mais on en une chose parlait m'a hier. inquiété en revanche dans le discours de Jordan Bardella, c'est quand il nous a parlé de Big Bang de l'autorité. Parce que s'il nous refait le coup, effectivement, des formules, le choc du savoir, etc., Le vouvoiement. oui, mais ça, non, mais c'est pas ça. Entendez ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que je n'ai pas. Si c'est pour pratiquer la politique de la même manière que Gabriel Attal ou que tous ceux qui l'ont précédé, c'est-à-dire avec ces formules qui ne veulent rien dire. Je vous dis, c'était le choc des savoirs avec Gabriel Attal. Alors là, on va avoir le Big Bang de l'autorité. Je demande une chose au moins au RN, c'est qu'il se garde de verser dans ce genre de facilités qui sont de Ouais. pure... Ensuite, si je peux me permettre, tous les partis politiques, quels qu'ils soient, vont verser dans la facilité Oui, du mais- slogan. Aucun parti n'est immunisé contre cela, premier Non. élément. Ensuite, je note que ce que l'on considère aujourd'hui, parce que c'est ce que j'entendais hier, comme des marqueurs de la droitisation de l'école sous le signe d'un éventuel gouvernement RN, si ça. le vouvoiement et l'extrême droite, eh bien, nous sommes d'extrême droite ensemble ce Oui, matin. c'est ça. Vous et moi, on se vouvoie, ce que j'en sais. Si le respect de l'autorité à l'école, c'est l'extrême droite, j'ai l'impression que tous les professeurs, Non, même... je voulais dire au contraire qu'il n'y avait pas de, Mais non, de c'est- différence, ça, il y avait là, pas J'entends, d'innovation. je commentais les réactions qu'on a pu entendre Oui. depuis hier Moi, sur ce le que- mode effaré, du genre attention, vous entendez le bruit de botte du vouvoiement à l'école. Il y a quelque chose là-dedans, et c'est pour ça que Mais je. c'est amusant parce que depuis le début, tous les deux, vous n'insistez que sur une chose, sur le fait que ce ne sont pas des fascistes. C'est-à-dire, Ben oui, mais, Ah, oui, mais non. oui, je veux vous me bien, pardonnez, moi, je vais vous veux répondre. bien considérer. Non, non, mais attendez, Oui, non, vous mais- allez répondre, Mathieu et Bérénice. On est bien d'accord que le fascisme, c'est autre chose. En tout cas, du point de vue historique, c'est clairement autre chose. Les références du Rassemblement national ne sont pas fascistes au sens où on n'entend pas de discours sur Maurras, sur Drumont, etc. Donc ça, nous sommes d'accord là-dessus. Mais il n'en reste pas moins que ça n'est pas un argument en faveur de ce Ah, parti. ben non, Donc le programme ne vous intéresse pas. non, mais si je le peux me permettre- retour de l'autorité à Je l'école, c'était vais vous déjà... donner ma réponse très claire là-dessus. Je suis absolument d'accord pour dire que je ne suis pas ici pour encenser tel ou tel programme. Ça, franchement, ça concerne les électeurs. Mon sujet, c'est que le débat politique est mal configuré, mal mais ça, conceptualisé, vous l'avez dit, mal on vous a cartographié. entendu. Oui, mais le fait est que chaque fois que vous répétez Ouais. le mot extrême droite, vous C'est le reconduisez, Conseil d'État. un instant, non, moi, je vous veux- reconduisez une grille éditoriale qui vous amène à éditorialiser en prétendant d'écrire, à décrier en prétendant d'écrire. Et de ce point de vue, je pense que ma contribution au débat public, moi je dis pas aux gens pour qui voter, j'aurais jamais cette idée. Je dis que le débat... De toute façon, ainsi vous êtes configuré- Canadien. Québécois, surtout, pas, mélangez pas les choses. Mais le débat public configuré à travers le concept de extrême droite de tension, l'antifascisme Non, mais il y a une résiduel chose sans quand même. fascisme, Enfin, vient dénaturer la possibilité de décrire un débat démocratique apaisé. Jean Lémarie. Alors parlons de la droite dans son entièreté, puisqu'un des faits politiques récents, c'est évidemment l'alliance entre le Rassemblement national et le président décrié, contesté de LR, Éric Ciotti. Vous disiez, Mathieu Bocoté, il est normal qu'un parti à l'approche du pouvoir, adapte, ajuste ses propositions. Est-ce que vous allez plus loin? Est-ce que l'avenir du RN, c'est le RPR, c'est ça? Je crois que le désir du RN, c'est d'être le RPR. Mais est-ce que demain. c'est son avenir? C'est son désir, effectivement, Ça dépend. souvent proclamé. C'est-à-dire, c'est ce que disait Marcel Gauchet, rappelez-vous, au moment de la présidentielle. Marcel Gauchet, sur Europe 1, devant Sonia Mabrouk, dit il reconnaît davantage, disait-il, dans le RN, le RPR d'hier, qu'autre chose. Or, je pense que le RPR est à droite un symbole, depuis longtemps, de ce que devrait redevenir la droite. Donc, tous finissent par s'en réclamer, à tort ou à raison. Bérénice Non, mais Levet. moi, je vais vous dire, je suis extrêmement impatientée par toutes ces questions parce que, alors, qu'avons-nous à faire de savoir si ça va revenir le RPR, pas le RPR? Ce que je voudrais, c'est quand même que l'on se pose la question de savoir si enfin on va avoir des politiques qui conduisent une politique, et c'est-à-dire qui se sentent obligés des aspirations des peuples. C'est tout. Je crois que toutes ces histoires d'étiquettes, mais nous sont indifférentes parce que la seule chose qui importe, c'est cela. Et
Et je crois, si vous voulez, que dans le cas du RN, c'est pourquoi moi, alors Les rénistes levés, mais aspiration des peuples, c'est d'un mais d'accord, mais vague. toutes ces. Mais d'accord. Qu'est-ce que Non, ça veut non, non, dire? ah non, c'est pas d'un vague. Les aspirations des peuples, c'est exactement ce que. Souvenez-vous, quand en 1949, Albert Camus publie L'enracinement de Simone Veil. Il dit dans ce livre est contenu tout ce sans quoi on ne reconstruira pas l'Europe de façon justement concrète. Nous avons reconstruit l'Europe sans tenir compte de ce que contenait l'enracinement de Simone Veil. Que contenait-il? C'était Qu'est-ce que qu'il ça y veut avait dire? des On va pas besoins. faire, on va pas prendre cette philosophe très estimable comme programme pour construire. Ah bah si, parce qu'elle rappelait Mais ça, c'est simplement votre les opinion. besoins Mais fondamentaux ça, c'est de votre l'esprit, de opinion, l'âme Bérénice humaine. Levé. Non, Enfin, je veux tout dire, elle est tout à peuple, fait c'est le respectable, votre Mais c'est idée. quoi? Mais non, un peuple, ça demande quoi? Ça demande à justement être inscrit dans un lieu qui est respecté et dans une histoire. Et si vous voulez une référence plus actuelle, Christophe Guilly dit bien que ce que le peuple demande, ce n'est pas à ce que l'on réinvente, que l'on change le monde, mais qu'on assure une certaine continuité historique à ce pays. Eh bien, moi, c'est la seule chose que je demande à des politiques. J'en ai assez de Moi, je ces trouve mots que d'ordre, ça n'est de pas un programme, réinventer. c'est une sorte de Ah vision bon? romantique. C'est peut-être C'est pas une un vision programme, romantique. mais- et donc c'est Je pourquoi vais me tourner vers Jean Lémarie. Non, non, non. Non, Jean Lémarie, Non, il mais- démissionne pour la mais question. pourquoi Mathieu Bock-Côté, je veux dire, l'esprit du peuple, l'esprit du Canada aujourd'hui, parle il pas est ce de que les l'esprit du Canadiens en peuple, font. Et les Québécois. Mais oui, non, on s'entend. Moi, le concept de peuple en politique. Ensuite, je pense qu'il existe une telle chose, évidemment, qu'un peuple français, un peuple québécois. Mais le concept de peuple en politique est évidemment polysémique. C'est-à-dire, tous finissent par s'en réclamer. Vous noterez, soit dit en passant, dans la présente configuration politique des trois blocs, la gauche réclame le monopole du peuple, Front populaire. Le centre Bien réclame sûr, le oui, monopole oui. de la République. Ça fait et la partie de la droite- et phraséologie droite réclame politique. le monopole de la nation. Il y a quelque chose d'assez... on a eu les gilets jaunes, on a eu les paysans, les agriculteurs, on Et sait ça, quand même un peu. il y a un côté... Ce que il sont y a la les tentation de la aspirations. jacquerie Mais qui ça n'est existe pas le aujourd'hui. peuple, c'est Oui, une portion de mais celui-ci. honnêtement, Ah, ils ont été très majoritairement soutenus par l'ensemble des Français. Donc le peuple Eh ben, ça, français, c'est c'est quand autre même mais une chose. cela dit, réalité. si je peux me permettre, moi je pose la question aussi sur le plan des institutions. Or, imaginons, ce qui me semble pas impossible, reconnaissons qu'il y a aujourd'hui une crise de légitimité entre une certaine conception de la démocratie centrée sur les élus aujourd'hui, centrée sur la souveraineté populaire, et ceux qui adhèrent à ce que j'appelle le gouvernement des juges, mais qui présentent cela comme l'état de droit. Alors moi, l'état de droit, j'y suis s'il s'agit de défendre les libertés publiques. Mais aujourd'hui, il s'agit dans les faits d'une récupération de ce beau concept d'état de droit au service d'un gouvernement des juges qui cherche à neutraliser autant que possible la souveraineté populaire en expliquant Donnez-moi des qu'elle est exemples. illégitime. Le débat récemment sur la loi immigration. L'immigration. Prenez l'exemple, quand les gens de la droite nationale, il ne s'agit pas seulement du RN ici, mais de Ciotti et d'autres qui ont déjà eu cette idée et qui disaient, si on prend le pouvoir, il nous faut faire un référendum institutionnel ou constitutionnel minimalement pour être capable de se délivrer de la tutelle d'un conseil constitutionnel qui a élargi son pouvoir sans cesse depuis des décennies, sans pour autant que le constituant, le peuple, ne lui accorde l'extension sans cesse de ce pouvoir de tutelle, sous le signe d'une forme de despotisme à prétention éclairée. Ça, pour moi, il y a un véritable conflit ici entre deux conceptions, à tout le moins, de la démocratie. Une démocratie centrée sur la souveraineté populaire avec la défense des libertés publiques, ce que j'appelle la démocratie libérale, et de l'autre, une forme de ce que j'appelle le régime diversitaire qui se réclame de l'état de droit, mais pour, dans les faits, nous expliquer que dès que le peuple veut s'exprimer, quel que soit son choix, on nomme ça C'est populisme et très tyrannie de la intéressant, majorité. Mathieu Bock-Côté, parce que vous revenez là-dessus, notamment dans votre livre Le totalitarisme sans le goulag, aux éditions des presses de la Cité. Le formalisme dans une démocratie, et notamment le formalisme de la règle de droit, est essentiel. Ah, mais absolument. Vous ne pouvez pas imaginer une démocratie sans contrôle constitutionnel. Mais vous avez tout à fait raison. Ensuite, je constate que sous le général de Gaulle, qui, à ce que j'en sais, est un démocrate, à moins qu'on me corrige sinon, il considérait que le Conseil constitutionnel n'avait pas vocation à ce point à surplomber le travail soit de l'Assemblée ou encore la possibilité du référendum par le peuple. Et je pense que le référendum, aujourd'hui, est important. Pourquoi? Parce qu'il permet de solliciter la souveraineté populaire pour remettre en question quelquefois une Le confiscation. peuple peut saisir. Oui, mais ce que je constate, vous avez Par vu voie récemment sur la loi référendaire. immigration, c'était assez intéressant. Donc, un projet de loi qui est présenté, qui était globalement considéré en fonction de ce qu'on sait des attentes populaires, en fonction de ce qu'on sait comme plutôt minimaliste, il a été retoqué par le Conseil constitutionnel, qui se présente à la manière d'une forme de... Moi, j'y reviens sous la logique d'une forme de despotisme éclairé. Or, l'état de droit me semble fondamental, mais je ne crois pas que le gouvernement des juges tel qu'on le connaît aujourd'hui soit conforme à la véritable vocation de l'état de droit.
Bérénice Levet. Oui, non, mais sur ce point, je n'ai rien à ajouter de particulier. Non, non. Alors, dans ce cas-là, moi, je vous reprends Mathieu Bock-Côté, puisqu'on parlait de terminologie. Vous récusez, on vous a entendu, la notion d'extrême droite. Et je vous trouve quand même culotté, parce que votre dernier livre s'intitule Le totalitarisme sans le goulag. Or, que je sache, l'expérience totalitaire, que ce soit l'Union soviétique ou l'Allemagne nazie ou l'Italie fasciste, aujourd'hui, la France n'en est pas là. Même Non. les régimes que vous qualifiez diversitaires n'en sont pas là. Alors, évidemment, voilà pourquoi je prends la peine de dire sans le goulag, voilà pourquoi je prends la peine... Le totalitarisme sans le goulag, voilà pourquoi sans je prends la une peine de multitude dire de choses. si vous avez le souci, je ne doute pas que vous avez lu le livre. Je l'ai fait. J'en doute pas. Vous noterez donc que je ne dis pas que nous y sommes. Je dis qu'il y a une tendance qui s'est réactivée. Et quelle est la tentation totalitaire telle que je crois la décrire dans ce livre et dans mes travaux plus largement? Il s'agit d'une tentation idéocratique, comme aurait dit Miloche, c'est-à-dire une idée qui surplombe le débat politique sous le signe de la volonté d'une transparence intégrale du débat public, de proscrire les propos qui remettent en question l'idée dominante. Par exemple, aujourd'hui, cette manie d'assimiler toute forme de remise en question de l'idéologie du genre, la théorie du genre, à la transphobie. Prenez cet exemple-là. Le traitement scandaleux réservé au livre Transmania de Stern et Moutot, c'est incroyable. On décide de le bannir de l'espace public sans même le citer. Sur le mode, ce sont des propos haineux. Ça n'est pas la loi. Si cela avait été en Union soviétique, le Mais totalitarisme... voilà, vous noterez que je n'ai pas dit qu'on n'est pas à Moscou en 1934. Je vous fais pas. Je dis pas qu'il cette y a injure. une tentation totalitaire qui traverse nos sociétés lorsqu'il y a la volonté de pathologiser les propos avec lesquels on est en désaccord, les phobiser, comme on le voit beaucoup. La tentation aujourd'hui d'étendre le domaine de l'interdiction, la répression des propos reliés à la liberté d'expression, même dans le domaine privé. En Écosse, en Irlande, il y a eu une proposition en France, si je peux me permettre, tout récemment. Au Canada, ça existe aussi. Donc, la tentation aussi d'exclure le contradicteur en l'extrémisant, en le ramenant toujours, justement, dans ce cas-là, on le sait, aux années 30. La transphobie, juste là-dessus, Mathieu Bock-Côté, est considérée, je vais le dire de manière rapide, est considérée comme une forme de racisme et comme d'autres D'accord, racismes. mais vous considérez qu'à l'histoire... Oui, j'entends très bien, mais à l'histoire de l'échelle de l'humanité, considérer qu'un homme peut devenir une femme ou une femme devenir un homme, de ce point de vue, je ne me prononce pas, on peut considérer que le ressenti de genre suffisant à fonder une nouvelle règle juridique. Vous conviendrez que c'est assez récent dans l'histoire humaine et qu'il est possible de questionner cela. Or, si on veut questionner cela aujourd'hui, on est transphobisé. Bien sûr que c'est si. Je pense qu'il y a un enjeu aujourd'hui à présenter toute remise en question de l'idéologie diversitaire comme des propos haineux relevant de la phobie. Oui. Je pense que c'est un problème. Bérénice Levet. En bonne spécialiste d'Hannah Arendt que je suis, la notion de totalitarisme, effectivement, elle a un sens. Elle signifie aussi cette façon de regarder la vie humaine comme une totalité et à s'immiscer dans les moindres replis de nos existences. Donc là, nous assistons bien quand même avec... Quel repli, Bérénice Mais avec Levet. toutes les idéologies identitaires, on a bien effectivement... Chez vous, vous avez... l'Inquisition. Chez vous, Oh, mais vous écoutez, êtes, vous savez bien aux prises toutes les avec- mesures. Justement, si LFI est un parti qui est dangereux, c'est précisément parce qu'ils ont cette disposition inquisitoriale à aller inquiéter et interroger. Soyez précise, donnez des exemples, je ne vois pas de quoi vous parlez. Ah bah, si vous ne voyez pas de quoi, on peut prendre effectivement des tas d'exemples concernant toutes les lois qui sont votées concernant le prétendu droit des femmes. Donc, Le droit des femmes, c'est inquisitoire. mais le fait de tout traduire en législation, Franchement, je comprends oui, pas c'est... ce que vous... Je suis Ah prêt bon, à vous aider Non, parce pour que expliciter vos propos. vous vivez pleinement dans cet univers où il vous semble légitime que le moindre fait et geste fasse l'objet d'une loi pour pénétrer justement dans nos vies quotidiennes. Mathieu Bock-Côté. Qu'il y ait aujourd'hui une tentation autoritaire ou totalitaire même concernant la vie privée, ça me semble indéniable, hélas. Je donne un exemple écossais, mais je pourrais donner un exemple... Oui, non, Bah oui, mais Ben non, d'accord, mais je vais vous parler d'une proposition de loi toute récente qui voulait étendre le domaine de la pénalisation des propos dans la vie privée. Personnellement, vous savez, la vie privée, moi, à la maison, on peut dire ce qu'on veut. Dans la conversation, on devrait pouvoir dire ce qu'on veut. Or, la possibilité de pénaliser sur le mode de la délation des conversations que certains, dans la conversation, pourraient traiter comme des propos haineux, entre guillemets, pour moi, c'est quand même inquiétant. Kundera, vous permettez, dernière citation, dit « Lorsqu'une conversation entre amis peut se Et transformer... » dans un régime qui lui était Non, totalitaire, il Kundera. écrivait ça. Ah ben, je vous citais... La plaisanterie, Kundera, Bah si non, vous me bah permettez, oui. nous dit, dans L'immortalité, si je ne me trompe pas, les procès totalitaires ont cessé, mais l'esprit du totalitarisme nous habite sûr. encore. Bon, Kundera, on va terminer
c'est permis. sur Kundera. Je ne dis pas que nous y sommes. Je dis que cette tentation traverse notre temps, on devrait s'en inquiéter. Ah oui. Mathieu Boccoté, Le totalitarisme sans le goulag, c'est aux éditions des Presses de la Cité. Bérénice Levé, Le courage de la dissidence, l'esprit français contre le wokisme, c'est aux éditions de l'Observatoire. Merci de nous avoir accompagnés.